Boker Tov, nous sommes le 24 juillet 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve notre correspondant Daniel Haïk pour cette revue de la presse israélienne. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov, Eva. Un chiffre est ce matin à la une du Yediot Aharonot et c'est le chiffre 100 pour nous rappeler en plein été que nous sommes à 100 jours précisément des élections en Israël. Oui, et à cette occasion, le Yediot Aharonot consacre, outre ce titre, une double page à un état des lieux dans les différents partis politiques israéliens. Au Likoud, on espère faire voler en éclats le fameux plafond de verre des 61 députés. Au Yesh Atid, on espère que c'est Yair Lapid qui recevra le mandat du président pour former une coalition au lendemain des élections. Au sein de Bleu Blanc, on espère pouvoir former un gouvernement le plus large possible. Dans le sionisme religieux, on entend maximaliser la force électorale de ce secteur. L'aspiration du parti Chasse, elle, c'est de passer le seuil des 10 mandats. Le judaïsme de la Torah orthodoxe, lui, veut enrayer l'affaiblissement constaté au cours des dernières consultations électorales. Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman espère continuer à jouer un rôle important dans l'échiquier politique. Le parti travailliste espère renouveler la bonne surprise des précédentes élections. Le parti Meretz aura pour simple défi de passer le seuil d'éligibilité. Quant à Yamina, eh bien, il espère restaurer son étiquette plutôt malmenée par l'année écoulée. La liste arabe unifiée, elle compte sur une mobilisation de l'électorat arabe, tandis que la liste Ra'am islamiste veut amplifier sa force électorale, en particulier dans le Negev et chez les Bédouins du Negev. Le Israël Hayom consacre une page au dernier développement politique, comme par exemple la proposition de fusion complète d'Itamar Ben-Gvir à Betzalel Smotrich au sein du sionisme religieux, ou encore la confrontation pour la présidence de Meretz entre Yair Golan et Zahava Galon, qui risque d'être bien plus serrée qu'on ne le pensait. Et Daniel, le Haaretz revient quant à lui sur la décision de la Cour suprême de priver de citoyenneté des Israéliens impliqués dans des actes terroristes. Oui, dans son analyse ce matin, le Haaretz conteste cette décision et affirme qu'elle va à l'encontre du droit international. C'est une exception dans le monde des démocraties occidentales, affirme le Haaretz sous la plume de Mordechai Kremitzer, qui est un juriste réputé, renommé en Israël et connu également pour ses positions d'extrême gauche. Pour lui, il est totalement inacceptable de lier une activité terroriste à la privation d'une citoyenneté. Seule satisfaction, la Cour suprême a repoussé la requête du Shin Bet de priver également les descendants d'un coupable d'activité terroriste de citoyenneté israélienne. Le Maariv consacre sa page d'ouverture à la lettre du ministère russe de la Justice réclamant la fermeture des bureaux de l'agence juive à Moscou. Oui, le Maariv fait état d'un plan B d'activité de la part de l'agence juive en Russie si le Kremlin devait effectivement mettre ses menaces à exécution. Ce plan serait de déplacer l'ensemble de l'activité de l'agence juive de Russie vers Israël et de fournir au départ d'Israël le maximum de renseignements et de formulaires aux citoyens russes qui souhaiteraient faire leur alia. Cependant, on admet qu'une telle mesure de la part des autorités russes pourrait entraîner une réduction très sensible du nombre de candidats à l'Alia à partir de la Russie vers Israël. Les quotidiens expriment des craintes de certaines autorités juives de voir le rideau de fer russe redescendre dans les prochains mois. Le Israël Hayom a, lui, choisi de consacrer sa manchette ce matin à ceux qu'il appelle les nouveaux pauvres d'Israël. Et oui, il s'agit d'Israéliens qui travaillent, qui ont des diplômes universitaires, mais qui malgré tout sont contraints de faire la queue devant des organisations d'entraide sociale pour recevoir des denrées alimentaires. Des Israéliens qui se retrouvent donc confrontés à un dilemme cornélien, choisir entre de la viande et de l'électricité. Et ces Israéliens entendent faire passer un message: la détresse sociale peut frapper tout le monde, même les plus jeunes. Et bien entendu, ce message est l'une des conséquences les plus dramatiques de la cherté de la vie en Israël qui prend des proportions dramatiques. Le Israël Hayom suit de près les dernières révélations du New York Times dans les douloureux dossiers des deux attentats de Buenos Aires il y a 30 et 28 ans. Oui, il s'agit bien entendu de l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992 et 2 ans plus tard de l'attentat contre le bâtiment de l'AMIA, le bâtiment de la communauté juive argentine. 2 attentats particulièrement meurtriers qui avaient provoqué un immense traumatisme au sein de la communauté juive locale. Le New York Times a publié en fin de semaine une enquête qui prétend que l'Iran n'était pas le commanditaire de ces 2 attentats et que ce
ceux-ci ont été commis par le Hezbollah sans ordre de Téhéran. Des révélations qui ont stupéfait, il faut dire, à la communauté juive argentine. L'un des responsables de cette communauté a affirmé: ces révélations ne me paraissent pas possibles. Il s'agit d'une tentative du New York Times de dégager l'Iran de toute responsabilité, et ce dans le but de permettre de conclure avec les États-Unis un accord sur le nucléaire à Vienne. Le journal cite Louis Sizewski, qui a perdu sa fille dans l'attentat et qui affirme avec certitude que c'est bel et bien l'Iran qui a commandité les deux attaques. Comment expliquer, affirme-t-il, sinon les va-et-vient incessants de diplomates iraniens au cours des journées qui ont précédé ces deux attentats. Et enfin, le Yediot Aharonot fait ce matin une révélation particulièrement émouvante qui se rapporte à la révolte du ghetto de Varsovie. En effet, sur une pleine page, le Yediot Aharonot nous indique que des archéologues polonais ont découvert au cours des derniers jours des objets qui sont restés pendant près de 80 ans cachés dans ce qui fut le bunker du commandant de la révolte, le célèbre Mordechai Adinevitz, et de ses adjoints. Le mois dernier déjà, ces archéologues avaient découvert des livres et des chaussures d'enfants, mais plus récemment, ils ont mis à jour des objets religieux comme des téphilines, des pages de Talmud, des récipients pour se laver les mains et même des chandeliers pour les bougies de Shabbat. L'ambassadeur d'Israël en Pologne, Yaakov Livné, a visité vendredi le site qui a pu être identifié grâce à des technologies très sophistiquées de GPS en dessous de ce qui était la fameuse rue Mila 18. Donc c'était là le commandant en chef de la révolte du ghetto de Varsovie. C'était particulièrement émouvant car c'est la première fois que des archéologues fouillent le site du bunker d'Adilevitch, a déclaré l'ambassadeur d'Israël. C'est un témoignage impressionnant du drame qui s'est joué au moment de la révolte en avril 1943. Il faut souligner que la professeure Ravi Dreyfus de l'université de Tel Aviv et du Yad Vashem explique que ces fouilles archéologiques prouvent que sous terre il n'y avait pas seulement que les combattants de la révolte, mais également des milliers de juifs du ghetto qui s'étaient cachés et qui attendaient l'arrivée de l'armée rouge.